Europe 1. Europe 1 matin, première édition présentée par Roman Oquet. Bonjour Roman. Bonjour à tous. Redonner un peu d'oxygène aux sinistrés des feux de l'été, une métaphore de Gabriel Attal pour annoncer la mise en place d'une cellule incendie d'ici une semaine. À la clé, des aides fiscales. Le ministre des Comptes publics a déjà évoqué des mesures, un délai supplémentaire de prélèvement à la source et la suspension des impôts locaux. Depuis le début de l'été, rendez-vous compte, 62 000 hectares sont partis en fumée. Une saison précoce et violente qui révèle aussi les limites de notre stratégie de lutte contre ces feux. Guillaume Dominguez. Notre dispositif contre les incendies est l'un des plus performants du monde. Près de 1500 sapeurs-pompiers spécialistes des feux de forêt sont répartis en 24 groupes dans tout l'Hexagone. En cas d'incendie, ils sont appuyés par les effectifs des services départementaux, les pompiers volontaires et les moyens aériens, soit plus de 10 000 hommes au total. Et pourtant, pour la première fois cet été, à cause des conditions météo extrêmes, il a fallu mobiliser l'ensemble du dispositif pour lutter contre les nombreux incendies. Pour Grégory Allione, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, c'est toute l'application du modèle qu'il faut revoir. Notre dispositif qui était conçu avec une solidarité nationale qui permettait aux départements du nord de la Loire de venir en aide aux départements du sud est complètement mis à mal parce que les départements du nord de la Loire et de tout l'espace métropolitain sont soumis aux feux de forêt. Donc les moyens, oui, sont en rupture capacitaire, que ce soit en termes de moyens matériels, mais aussi de moyens humains pour y faire face. Le dispositif avait pourtant été conçu pour tenir jusqu'en 2030 et ce en prenant en compte le dérèglement climatique. Alors face à l'urgence de la situation, les représentants des pompiers de France tirent la sonnette d'alarme dans une tribune parue dans le journal du dimanche. Ils demandent à ce que les moyens financiers alloués à la lutte contre les feux de forêt soient multipliés par 2. Les explications de Guillaume Dominguez. 6h03, il protestait contre un scooter en rodéo urbain et il a été tué par balle. Oui, c'est l'histoire glaçante d'un homme mort à Colmar dimanche. Il travaillait à l'usine PSA de Mulhouse. Une information judiciaire a été ouverte. A priori, pas de règlement de compte, mais Lina Fachin, c'est plutôt une altercation qui aurait dégénéré. Oui, la victime est un homme de 27 ans, un Afghan, inconnu des services de police. Ce dimanche après-midi, il participe à un barbecue avec des amis dans un quartier proche du centre de Colmar lorsqu'un homme à scooter se lance dans un rodéo urbain près d'eux. Le groupe lui demande alors de faire moins de bruit. Une dispute éclate. Le motard finit par partir. Sauf que quelques minutes plus tard, il revient avec une arme à feu. Il tire en direction du groupe d'amis et en blesse un très gravement. Transporté dans un état critique à l'hôpital, la victime succombe à ses blessures quelques heures plus tard. Le suspect est toujours en fuite, ou les suspects, la procureure de Colmar ne l'exclut pas. Une information judiciaire pour assassinat a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, promet sur Twitter de tout faire pour retrouver le tueur. Il a envoyé sur place la CRS 8, une unité d'intervention créée il y a un an, censée se déployer en un temps record en cas de violence urbaine. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1 dans l'Est de la France, notait qu'une marche blanche a été organisée hier soir dans ce quartier, le quartier de l'Europe, à Colmar. Et il y a 10 jours, un autre rodéo urbain avait blessé une fillette de 7 ans dans le Val d'Oise. L'avocat de sa famille a fait savoir qu'elle était sortie du coma mais reste hospitalisée à cause de séquelles neurologiques. Acclamée avant d'être finalement critiquée, 9 ans après leur arrivée au Mali, les derniers soldats français ont quitté la base de Gao hier. Emmanuel Macron a salué la mémoire des 59 militaires tués au combat depuis le début des opérations en 2013. Ouais, le chef de l'État qui avait déjà annoncé ce retrait en février dernier. Les militaires de l'opération Barkhane sont désormais positionnés au Niger. Oui, c'est l'épilogue des tensions entre Paris et Bamako, secoué par 2 coups d'État successifs. À la tête du pays, un pouvoir désormais hostile à la France et proche de la force pro-russe Wagner. Quel avenir donc pour le Mali face à la menace djihadiste? C'est la question que nous avons posée au général Dominique Trinquant, spécialiste des relations internationales. L'échec, on va le voir probablement au Mali avec l'avancée des djihadistes. Le Mali n'a en place qu'un gouvernement qui est issu d'un putsch dans le putsch. Il n'a pas de gouvernement légalement élu. Et lui a choisi de s'allier à une force mercenaire qui va lui coûter très cher. En revanche, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad ont demandé que la France reste présente en soutien des armées africaines.
Et je crois que c'est dans l'intérêt de ces pays d'avoir le meilleur soutien possible pour lutter contre les djihadistes. Le général Dominique Trinquant, il répondait aux questions d'Alexis de la Fontaine. 3 jours après l'agression de Salman Rushdie, l'Iran sort enfin de son silence. Oui, le régime de Téhéran nie toute implication. Rappelez-vous, en 1989, l'ayatollah Khomeini avait lancé une fatwa contre l'écrivain, auteur des versets sataniques. Réaction officielle de Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères hier. Nous démentons catégoriquement tout lien entre l'agresseur et l'Iran. Et personne n'a le droit d'accuser la République islamique d'Iran. Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés. En insultant les choses sacrées de l'islam et en franchissant les lignes rouges de plus d'1,5 milliard de musulmans et de tous les adeptes des religions divines, Salman Rushdie s'est exposé à la colère et à la rage des gens. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien a noté que l'écrivain Salman Rushdie, poignardé à l'abdomen et au cou, est toujours hospitalisé. 6h06, J-16. Dans 16 petits jours, c'est le retour à l'école. 2 semaines pour préparer le cartable, la trousse, les cahiers, ça va passer vite. Surtout que ces fournitures scolaires, vous pourrez peut-être les acheter grâce à l'allocation de rentrée scolaire. Oui, une allocation qui est versée aujourd'hui aux quelques 3 millions de familles concernées. Un virement plus important que l'année dernière, entre 390 et 430 euros selon l'âge de votre enfant, tout simplement. Oui, une revalorisation de 4% validée par le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Toujours insuffisant pour Éric Labastie, le secrétaire général de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves. Le coût de la rentrée est multiple pour les familles. Il y a les fournitures scolaires, mais après il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut habiller les enfants, il faut prévoir aussi les fournitures pour les activités périscolaires. Donc c'est absolument pas suffisant. En sachant que rien que sur les fournitures scolaires, les groupes de la grande distribution ont signifié qu'ils étaient soumis à 20 à 25% d'augmentation. Nous, ce que l'on attend, c'est que progressivement, on construise une gratuité de l'enseignement public en France. On a certaines collectivités territoriales qui fournissent le matériel aux enfants pour que tous les enfants puissent avoir une scolarité dans les meilleures conditions possibles. Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE, joint par Geoffrey Branger, a noté que le versement de cette allocation rentrée se fait en 2 fois cette année. Un premier virement aujourd'hui et un autre début septembre avec le bonus de 4%. C'est un chantier qui dure maintenant depuis 140 ans, celui de la Sagrada Familia à Barcelone, que vous avez peut-être découvert cet été à l'occasion de vos vacances d'ailleurs. Oui, et pour cause, c'est l'un des monuments les plus touristiques en Espagne. La cathédrale majestueuse, splendide, a quand même vu passer déjà 7 architectes. Alors quand sera-t-elle terminée? Mystère qu'a tenté de percer Nina Droff et son micro Europe 1. Alors que les guides touristiques déchiffrent les inscriptions encastrées dans la pierre de la cathédrale, les regards se perdent souvent sur les filets et les échafaudages autour des tours. Une question est sur toutes les lèvres, quand la cathédrale sera-t-elle terminée? Chaque fois il y a des nouvelles choses, là je vois les nouvelles mosaïques en haut. 2026, ils ont dit, en 2026 normalement elle devrait être terminée, donc je pense pas que ce soit possible. On espère revenir dans quelques années quand elle sera terminée. On sera peut-être plus de ce monde. Johan, guide de la Sagrada, entend cette question tous les jours. La cathédrale est en travaux depuis 1882. La fin avait été annoncée pour 2026, mais cela pourrait être bien plus long. Ils avaient dit 2026 avant la pandémie, mais avec le Covid, on a perdu beaucoup de revenus touristiques, donc ça sera plutôt vers 2030. Mais on ne fait plus de promesses parce que tout peut arriver. Mais pour lui, ce sont justement ces travaux sans fin qui rendent la Sagrada Familia si exceptionnelle. Je pense que ça fait partie du charme de la Sagrada. Je viens ici tous les jours et chaque semaine, je vois de nouvelles choses apparaître. C'est sympa. Gaudi disait qu'il n'était pas pressé puisqu'il faisait cette cathédrale pour Dieu et personne d'autre. Et Dieu n'est jamais pressé. 2 des 4 tours des évangélistes devraient tout de même être terminés d'ici à la fin de l'année. Le reportage de Nina Droff, envoyé spécial à Barcelone pour Europe 1. L'Espagne, oui, l'Espagne, l'une des destinations préférées des Français pour leurs vacances, ça on le sait. Mais nous, ce matin sur Europe 1, on vous en propose une autre. Oui, un petit peu plus près, puisqu'on part dans le parc d'attractions familial des Vosges. 35 manèges dans une ambiance western toute la semaine. Vous le savez, vous avez rendez-vous. Notre correspondante Tatiana Geiselman nous présente les hommes, les femmes qui font vivre ce parc en coulisses. Parmi eux, 450 saisonniers tout de même, dont Beiza, chargé d'accueillir les 4000 visiteurs quotidiens.
Je cours un petit peu pour assister à l'ouverture du portail. Normalement, ça ouvre à 10h, mais ici, les visiteurs sont tellement pressés de rentrer qu'on ouvre les portes un quart d'heure avant. Donc je vais rejoindre Baïla qui est chargée d'accueil. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Beïza, j'ai 19 ans, ça fait 4 ans que je travaille à Frépertuis en job d'été. Bonjour monsieur. J'ai 2 entrées en réduction. Oui, je vais regarder les cartes. Aujourd'hui on ouvre à 9h45 vu qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui et ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Les 2 enfants font plus d'1m40 monsieur ? La grande oui, la petite non. D'accord. J'ai toujours voulu travailler dans des parcs d'attractions quand j'étais petite. J'aime vraiment être en relation avec les clients. Et puis avant j'étais timide et ça me permet de m'ouvrir aux autres, ça fait du bien. Voilà monsieur, passez une bonne journée, au revoir. J'ai rarement vu quelqu'un appuyer aussi rapidement sur sa souris. C'est l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de monde, on fait attendre le moins de temps possible les visiteurs. Bonjour. Je voudrais 3 places s'il vous plaît. Alors, 3 plus d'1m40 ? Oui. Oui. Parce qu'elle a 14 ans, mais elle est très grande. Je voulais la couper en 2, mais ça aurait pas passé quand même. Hein. Je vous laisse continuer la journée. Merci beaucoup. Avec une petite accalmie là. Oui, là c'est un peu calme. Voilà. Et peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. La Tatiana Gezelman que l'on retrouvera demain à côté de Théo qui est conducteur de manège aux commandes du Golden Dreyer. Alors là Lionel, vous allez me demander qu'est-ce que donc c'est quoi le Golden Dreyer. Alors c'est quand même une tour de 60 mètres de haut dont on vous fait chuter à plus de 90 km/h. Donc voilà, sensation garantie, c'est mieux avant le petit déjeuner, je pense qu'après. Effectivement, on pourra peut-être tester à l'occasion si on passe dans l'Est. Merci Roman Oquet, c'était le journal de 6h. À tout à l'heure Roman.